Le sujet de notre table ronde est en fait un événement historique tragique qui lie le Luxembourg, la France et la Lituanie. Il s'agit du convoi 73, composé de 878 hommes juifs du camp de transit de Drancy, qui est parti le 15 mai 1944, direction Kaunas en Lituanie et à Tallinn en Estonie. Et seulement 22 des déportés ont survécu. Donc je profite pour présenter nos invités de ce soir, Daniel Aptekier-Gelbiter, secrétaire de l'association Famille et Amis des déportés du convoi 73, et dont le frère de sa mère a été parmi les déportés du convoi 73 assassinés. Et tout à ma gauche, Olivier Lallieu, historien du mémorial de la Shoah à Paris, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et projets externes, expert auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et membre du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste au Musée d'État d'Auschwitz-Birkenau. Il a entre autres dirigé en 2021 La Shoah au cœur de l'anéantissement aux éditions Talendier et co-dirigé avec Alexandre Bande et Pierre-Jérôme Biscara, Nouvelle histoire de la Shoah aux éditions Passé Composé. Je profite aussi pour excuser Marius Peschilius, directeur du Fort Neuf à Kaunas, qui malheureusement n'a pas pu venir, tout comme Christophe Koukavka, président de l'association des familles amies des déportés du convoi 73. Notre table ronde d'aujourd'hui a en fait deux buts. D'une part, faire connaître le sort des victimes de ce convoi à un grand public. C'était encore une histoire assez méconnue au Luxembourg. Et deuxième but, c'est aussi de montrer, comme l'a déjà souligné, comme ça a été déjà dit lors d'un colloque sur les convois de déportation organisé par le Mémorial de la Shoah en 2016, montrer que derrière ces noms de victimes, il y a des histoires et des visages, et montrer aussi que la persécution des Juifs et des Juives durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un problème universel et non seulement juif, et que nous tous sommes concernés par cette histoire. Donc notre table ronde va avoir 3 thèmes. Donc la persécution des Juifs du Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale et les portraits biographiques des Juifs du convoi 73 ayant un lien avec le Luxembourg, le contexte historique général des déportations en France, et puis l'histoire et la mémoire du convoi 73. Et à la fin, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, juste une petite introduction sur la communauté juive au Luxembourg avec quelques notions de base. En 1940, la population du Luxembourg compte environ 300 000 habitants et la communauté juive fait 1,3%, donc autour de 4 000 personnes. Et parmi ces 4 000 personnes, un quart seulement à la nationalité luxembourgeoise, donc la majorité sont des réfugiés d'Europe de l'Est, de l'Allemagne et d'Autriche. Il s'agit d'intellectuels, d'artistes, de sportifs, mais aussi et surtout de commerçants et d'ouvriers. On a 4 synagogues, ainsi qu'une maison de prière et quelques salles de réunion. Le consistoire israélite est le porte-parole de la communauté juive. Et comme partout en Europe, le Luxembourg aussi connaît une montée de l'antisémitisme durant les années 30. Donc, lorsque le Luxembourg est annexé de fait au Troisième Reich, la persécution des Juifs débute aussi dans notre pays. Et donc, le 5 septembre 1940, les lois de Nuremberg sont instaurées au Luxembourg. Et toute une panoplie de lois et de décrets sont stipulés pour marginaliser la communauté juive. Comme par exemple, en août 1941, le port du brassard jaune devient obligatoire, puis en octobre, l'étoile de David. En été 1941, un camp d'internement et de rassemblement à Cinq-Fontaines, donc tout au nord du pays, est ouvert, où passent autour de 300 juifs qui sont internés. Et donc, face à ces persécutions, bien sûr, un grand nombre de juifs et de juives essayent de partir. Et environ 3000 juifs donc, parviennent à quitter le pays jusqu'en été 1941, où sont expulsés. Donc, la frontière entre fuite et expulsion est bien sûr fluide.
beaucoup se réfugient en France, en Belgique, en Suisse, et autour de 800 parviennent à quitter l'Europe. En octobre 1941, les déportations débutent dans tout le Reich allemand, et donc aussi au Luxembourg qui en fait partie. Et le premier convoi part donc le 16 octobre 1941 avec 323 déportés juifs. Et en tout, on aura 7 convois avec plus de 700 déportés juifs qui sont donc déportés depuis le Luxembourg. Mais comme il y avait beaucoup de juifs du Luxembourg qui s'étaient réfugiés en France et en Belgique, il y en a beaucoup qui sont raflés dans ces deux pays et qui sont donc déportés depuis Drancy, au moins 465, et depuis Malines en Belgique, au moins une centaine. Et donc au total, on a au moins 1289 déportés juifs, dont 1208 sont tués par les nazis, et donc une mortalité de 93,7%. Pour les portraits que je vais vous présenter maintenant, j'ai consulté 2 sources. Donc les 7 volumes de Evelyn Bloom-Cherkesky. Nous sommes 900 Français à la mémoire des déportés du convoi 73 ayant quitté Drancy le 15 mai 1944. Donc ces 7 volumes qui ont été publiés entre 1999 et 2012, et où figurent quelques biographies justement de déportés juifs du Luxembourg. Et j'ai aussi consulté les dossiers de la police des étrangers aux archives nationales. Donc, selon nos recherches à l'état actuel, il y a au moins 8 juifs du Luxembourg qui ont été déportés dans le convoi 73. C'est 2 jeunes de 17 ans, 2 hommes entre 37 et 38 ans et 4 hommes entre 43 et 49 ans. 2 sont nés au Luxembourg, 5 sont nés en Allemagne, dont 2 frères, 1 est né en Pologne. Ceux qui sont arrivés au Luxembourg le sont en 1908, donc un, en 1929 un autre, en 1930 un autre, en 1933, et puis 2 en 1939. Il y a 2 élèves, donc ce sont les mineurs, un cordonnier et 4 commerçants et 1 dont on ne sait pas la profession. La majorité est domiciliée à Luxembourgville, mais aussi un à Niederkirchen et un où on ne le sait pas. Donc tous fuient en France, la majorité entre mai et juin 1940, donc au début de l'occupation du Luxembourg, un peu plus tard en novembre et un autre encore plus tard en janvier 1941. Et pour un, on ne sait pas quand il a fui en France, et tous sont tués en Lituanie ou en Estonie. Donc, premier portrait où je me suis basée sur la biographie de Marion Rivolier-Brahms, qui a été publiée justement dans un des volumes, dans le volume 4 du livre Nous sommes 900 Français. C'est donc Freddy Abraham dit Brahms. Il est né en 1927 au Luxembourg d'une famille juive luxembourgeoise de commerçants à Luxembourgville. Il est le fils de Tony Herstedt, né à Berlin, et de Max Brahms, né au Luxembourg. Le 10 mai 1940, il fuit avec sa mère et son grand-père Louis Brahms en France et il s'installe en Haute-Vienne. Donc son père, Max Brahms, s'engage auprès des forces alliées. Ses oncles, Fred Brahms, fuit au Brésil et Charles Brahms fuit aux États-Unis. Et donc, Freddy devient apprenti menuisier ébéniste et il vit une vie presque normale. La famille se pense en sécurité, mais comme beaucoup d'autres, elles sont victimes de rafles. Et donc, sa mère et son grand-père sont déportés à Auschwitz et Freddy Brahms est déporté dans le convoi 73. Deuxième portrait est Léon Nussbaum. Il est né en 1897 en Allemagne. C'est un marchand de bétail. Il arrive au Luxembourg en 1908 et, avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Il retourne en Allemagne entre 1916 et 1919 pour faire son service militaire. Et puis il revient au Luxembourg. Il épouse la luxembourgeoise Emma Israël en 1923. En 1924 naît
son fils Sylvain Nussbaum. Et en 1936, il acquiert la nationalité luxembourgeoise. Le 10 mai 1940, il fuit avec sa famille et avec ses frères et sœurs en France. Et on peut lire dans un des rapports de la police des étrangers en juillet 1940: Sie sind bei Ausbruch des Krieges nach dem Ausland geflüchtet und werden sicher nicht mehr zurückkommen, denn sie sind alle Juden. Le 15 mai 1944, Léon Nussbaum, il a 47 ans, il est déporté avec le convoi 73, alors que sa femme Emma et son fils Sylvain, ils arrivent à survivre en France. Apparemment, son fils rejoint même la résistance, et 2 de ses frères parviennent à se réfugier en Suisse. Joseph Weizenson est né en 1895 en Pologne. Il est cordonnier. En 1917, il épouse Jenta Rosenblum. Et entre 1929 et 1930, il fuit avec sa femme au Luxembourg. Il ouvre un magasin d'atelier. Enfin, il fuit les pogroms en Pologne et aussi le service militaire. Et donc, il ouvre un magasin atelier de cordonnier à Luxembourgville. Le couple a 4 enfants: Léon, Adolphe, Hélène et Bernard. Il fuit le 16 janvier 1941 en France et là commence une vie entre camp et liberté entre guillemets. Donc toute la famille à un moment donné est éparpillée à travers la France, mais en 1943 ils parviennent à se réunir et à vivre normalement entre guillemets. Mais le 9 mars 1944, Joseph Weizenson est arrêté et il est donc déporté dans le convoi 73. Sa femme et ses 4 enfants parviennent à survivre à la Shoah et ses enfants ont déjà témoigné ici à Esch sur l'histoire de leur père. Bernard et Ludwig Süskind sont tous les 2 nés en Allemagne. Ils arrivent au Luxembourg dans début des années 30. En fait, pour soutenir leur sœur Gisèle Süskind-Kahn, qui est devenue veuve en 1932, il lui aide donc de continuer à exploiter sa firme de textile. Et quand on analyse leur dossier de la police des étrangers, on voit qu'ils ont beaucoup de difficultés administratives et qu'ils sont confrontés à des propos xénophobes par les policiers. En novembre 1938, après les pogroms en Allemagne, leurs parents, Sigmund et Regine Süskind, rejoignent le couple au Luxembourg. Et donc, ils essayent d'émigrer aux États-Unis, mais bien sûr, c'est très difficile. Et on peut encore lire le 21 mars 1940. Donc, on peut lire que le ministère de la Justice écrit au procureur général: « J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire sommer le nommé Süskind Louis de hâter son émigration. » Donc, dans ce dossier, on voit qu'ils sont manifestement pas bienvenus. Et donc, le 10 mai 1940, les frères fuient pour la France. Et donc, leurs sœurs et les parents, ils restent au Luxembourg. Et ils sont déportés dans le 5e convoi en direction du ghetto et camp de Theresienstadt. Et Bernard et Ludwig, ils sont donc partis du convoi 73. Et seule leur mère, Regine Süskind, survit la Shoah. Gabriel Erlanger est né en 1901 en Allemagne. Il est fonctionnaire de commerce, Handelsbeamter. En 1937, il épouse Carola Rothschild. En 1938, vu le climat politique en Allemagne, il perd son travail, mais il fait quand même une formation de cuisinier auprès d'une cuisine et pâtisserie juive. Et il essaye d'émigrer vers les États-Unis, mais n'arrive pas. Enfin, en 1938, donc après les pogroms, il fuit au Luxembourg chez son beau-père, Philippe Rothschild, et il est aussi soutenu par l'Ezra. En juillet 1939, son épouse parvient à émigrer en Angleterre, où elle travaille en tant qu'infirmière. Et son mari veut bien sûr la rejoindre, mais les démarches sont trop longues et donc la guerre éclate. Et en juin 1940, il fuit donc en France. Philippe Rothschild, donc son beau-père, il reste au Luxembourg et il est déporté comme les Nussbaum
dans le 5e convoi du Luxembourg à Theresienstadt, et puis probablement à Auschwitz. Et donc Gabriel Erlanger fait partie du convoi 73. Puis on a Arnold Hirsch qui est né en 1927 en Allemagne. Il est le fils d'Ida Harf et de Max Hirsch. Et donc la famille arrive au Luxembourg en 1939. Et puis elle repart en France en novembre 1940. Donc ils sont qu'au Luxembourg pour une très brève période. Et donc eux aussi sont victimes de rafles. Ida et Max Hirsch sont déportés à Auschwitz dans le convoi 20 le 18 août 1942. Et Arnold Hirsch, il parvient à trouver refuge sous une fausse identité dans la maison d'enfants juifs à Isieux. Mais là aussi, il y a des rafles et donc il est déporté avec le convoi 73. Et puis dernier portrait où j'ai presque pas trouvé d'informations, il uniquement se trouve dans le livre des 900 Français. C'est Theodor Mayer qui est né en 1906 à Imbringen, à Junglinster, mais qui donc s'est réfugié en France probablement en mai-juin 40 et qui est donc déporté aussi dans le convoi 73. Donc en conclusion, pour ma part, on peut dire, ou on voit que ces portraits sont très fragmentaires parce que les sources sont fragmentaires, mais en même temps, la recherche continue malgré les défis. Donc on a le Centre d'histoire contemporaine et digitale de l'Université du Luxembourg, en coopération avec la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah, qui projette en fait, ou qui est en train de créer un mémorial digital des victimes de la Shoah au Luxembourg, et où ces biographies sont recherchées et écrites beaucoup plus en détail, comme je ne l'ai pu faire pour cette soirée ici, et qui va donc être publiée, et donc, où figureront certainement ces 8 biographies, mais aussi plein d'autres, et qui seront donc accessibles à tout le monde. Et en même temps, on est quand même confronté à des défis, surtout avec les nouvelles lois européennes sur la protection des données. Donc on a beaucoup de mal déjà à consulter les archives parce que beaucoup de dossiers sont fermés. Donc il faut demander des dérogations spéciales, ce qui prend du temps et qui est parfois compliqué, et surtout aussi pour rechercher les descendants pour une institution comme nous qui n'ont pas d'accès direct aux bases de données de l'état civil, etc. C'est tout à fait impossible de trouver des descendants. Voilà, donc c'est un peu la situation du Luxembourg aujourd'hui, mais la recherche continue, comme dit. Et donc, pour mieux comprendre ces biographies et aussi le convoi 73, je prie donc Olivier Lalieu peut-être de nous faire un peu le contexte général des déportations en France. Merci. Merci à vous, Madame Hoffmann. C'était passionnant. Je dirais que la situation que vous avez exposée au Luxembourg ressemble aussi, par de nombreux aspects, à la situation en France, où la recherche se poursuit. Et c'est vrai que le mémorial de la Shoah de Paris, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissez déjà, mais rassemble depuis 1943, dès la clandestinité, ces archives de la persécution et de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Mais au terme de ces décennies de recherche, de compilation, de travail, eh bien, je dirais que moins de la moitié du visage de ces déportés sont en notre possession. De ces 76 000 déportés juifs déportés depuis la France, eh bien, nous possédons moins d'un visage sur deux, un peu plus d'un tiers de ces visages-là. Donc, si vous voulez, ce travail qui est à la fois un travail pour la mémoire, pour les raisons que vous avez évoquées, mais aussi un travail d'histoire, et dont les utilisations dépassent de très loin ces deux champs-là, mais on voit que ce sont des ressources qui demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, mais encore plus demain, seront des outils indispensables pour la transmission et la pédagogie. Eh bien, on voit que ce travail-là reste inachevé et demeure difficile.
malgré les ressources extraordinaires qu'apportent les outils technologiques, qui, en croisant les bases de données, en permettant aujourd'hui de faciliter les recherches dans de nombreux pays, eh bien, 80 ans après la conférence de Wannsee, et le début du fonctionnement du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, eh bien, nous continuons à buter sur des questions importantes et pour lesquelles le lien avec les familles que vous avez rappelé, malgré les difficultés, demeure indispensable. Pouvoir identifier des visages sur des photos de groupe, ça ne peut pas s'inventer, ça ne se devine pas. Et il n'y a que le plus souvent grâce aux familles qu'on peut faire ce travail-là. Donc il y a une urgence aussi, avec la disparition des générations contemporaines de la Seconde Guerre mondiale, à pouvoir retisser ces liens-là, qui risquent sinon d'être, pour l'avenir, je dirais, en but à des difficultés plus grandes. Alors, au-delà de ces difficultés, de cette urgence à ce travail sur la collecte et le travail sur les archives, et avant de revenir sur l'histoire particulière du convoi 73, parti du camp de Drancy vers les pays baltes, eh bien, effectivement, comme vous m'y avez invité, je vais très modestement et je l'espère brièvement et clairement resituer ce convoi tout à fait singulier dans le contexte et ce qui a été les grands traits de la persécution et de la déportation des Juifs de France. Convoi tout à fait singulier puisque c'est le seul dirigé vers les pays baltes au printemps 1944, quelques mois avant la libération de la France. Un convoi sur lequel, et je laisserai Daniel détailler cette histoire-là, mais pour lequel, pendant des décennies, on n'a rien su. Et une seule image caractérisait la déportation des Juifs, qui elle-même demeurait à la fois mal connue et mal considérée, c'est-à-dire les Juifs étaient perçus comme des victimes secondaires, alors que la catégorie des résistants, des déportés résistants, dominait à la fois la reconnaissance nationale et puis la considération sociale, pour le dire simplement. Bref, les Juifs étaient des victimes secondaires, et cette déportation des Juifs, dont la seule finalité, pour le plus grand nombre, était de les assassiner, eh bien, on va y revenir, mais a massivement été dirigé vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et donc, dans l'imaginaire collectif, par méconnaissance, finalement, le déporté juif, c'était le déporté à Auschwitz-Birkenau. Et donc, de ce point de vue-là, le convoi 73, faute de sources, mais aussi pris dans cette immensité qui est celle de la déportation à Auschwitz-Birkenau, n'a pas été, cette histoire singulière-là, n'a été ni connue, ni reconnue avant les travaux de Serge Klarsfeld à la fin des années 70. J'y reviendrai, mais je laisserai surtout mon ami Daniel poursuivre là-dessus. Donc, quelques mots sur, avant d'en venir à la déportation, quelques mots, comme vous l'avez fait, Madame Hoffmann, mais sans PowerPoint en ce qui me concerne, malheureusement. Quelques mots déjà sur de qui parle-t-on quand on parle des Juifs victimes de la Shoah en France ? Vous nous avez bien expliqué que ces déportés juifs du convoi 73 venant du Luxembourg, eh bien, étaient des réfugiés qui avaient trouvé, non pas asile, mais qui s'étaient réfugiés dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg. En France, en 1939, eh bien, ce sont environ 330 000 Juifs qui sont présents en métropole et plus de 370 000 qui se trouvent en Afrique du Nord. Sur ces 330 000 Juifs présents en métropole, 200 000
sont de nationalité française, certains depuis des siècles, présents dans des communautés à l'histoire longue, et on ne va pas faire cet historique-là, mais en tout cas souvent présents dans l'est de la France, en région parisienne ou dans le sud de la France. 200 000 de nationalité, ou dans le sud-ouest de la France, pour ces juifs qui souvent avaient fui l'Espagne et le Portugal et avaient trouvé refuge et avaient construit leur vie autour de Bayonne et de Bordeaux notamment. 200 000 juifs donc de nationalité française et 130 000 juifs étrangers, pour beaucoup polonais, mais aussi provenant d'un certain nombre de pays d'Europe orientale et centrale. Près de la moitié de ces juifs présents en métropole vivent à Paris et en proche banlieue parisienne. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale, du début des combats de la Seconde Guerre mondiale, va se traduire par un exode général de la population, pas seulement les juifs. Dès d'ailleurs le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, un certain nombre de populations sensibles avaient été évacuées, notamment du nord et de l'est de la France, vers le sud-ouest, notamment, ou vers le centre, autour de Clermont-Ferrand. Mais cet exode, avec le début des combats du printemps 1940, va amener un certain nombre de juifs dans cet exode général de la population à fuir et à grossir ces territoires autour de Lyon, Marseille notamment, et Toulouse, même si, au-delà de cet exode, eh bien, Paris et la région parisienne, durant la Seconde Guerre mondiale, va continuer à rassembler le plus grand nombre de ces juifs. Alors, l'accomplissement de la Shoah, je ne sais pas si c'est ce terme-là aussi qui est utilisé massivement au Luxembourg, en tout cas du génocide des Juifs, ne se réduit pas à l'extermination et ne se réduit pas, vous le savez, à la déportation. La persécution des Juifs, elle débute dès 1933 sous le Troisième Reich, et en France, du fait de l'occupation nazie et du fait de la naissance de l'État français, du régime de Vichy, les premières mesures des uns et des autres seront la mise en place d'une politique xénophobe et singulièrement antisémite. Et ces mesures-là, prises dès l'automne 1940, vont conduire à l'exclusion de la population juive, française et étrangère, exclusion économique, sociale, mais aussi pour un certain nombre d'entre eux, internement dans des camps qui vont être installés en zone nord, occupée jusqu'à la fin 1942, et en zone sud, territoire entièrement contrôlé par le régime dit de Vichy. Cette question de l'internement, elle n'est pas anecdotique, et elle ne naît pas d'ailleurs avec le régime de Vichy, puisque vous le savez, dès la fin de la Troisième République, dès la fin de l'année 1938, une politique d'internement se met en place pour un certain nombre de ressortissants étrangers qui vont être placés dans des camps d'internement. Le terme de camp de concentration est parfois employé dans le contexte de l'époque par la presse ou par l'administration française, mais ce terme-là tombera finalement, ne sera plus utilisé quand la véritable nature des camps de concentration nazis sera connue, et la situation dans les camps en France et la situation dans les camps nazis n'étant pas de même nature et n'ayant pas les mêmes conséquences, ce terme-là sera dans le vocabulaire après-guerre uniquement utilisé pour parler, par les historiens en tout cas, des camps nazis. Mais il n'en demeure pas moins que la situation dans les camps français, des camps sous administration française, sous la Troisième République, dans une logique d'exception, comme l'a qualifié l'historien Denis Péchanski, cette logique va évoluer sous le régime de Vichy. D'abord, le nombre de ces camps va être
augmenter, et puis la logique ne sera plus celle de l'exception dans un contexte de montée de la xénophobie et de montée des périls, pour reprendre une expression usitée à l'époque, ou de déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Non, sous Vichy, c'est une logique d'exclusion qui se met en place et dont les camps d'internement seront un des principaux outils pour la mise en place de cette politique-là. Au total, ce sont plus de 200 camps qui vont être installés sur le territoire français, et au total, ce seront plus de 600 000 personnes, pour une partie d'entre elles juives, mais aussi des militants politiques communistes dont le parti avait été interdit, mais aussi des réfugiés espagnols, hommes, femmes et enfants, même si les femmes et les enfants vont être sortis assez rapidement de ces camps, seuls les hommes y demeurant, notamment dans le sud de la France, dans le camp de Gurs, qui fut le plus grand camp d'internement du sud de notre pays. Mais également populations tziganes, nomades, qui vont être placées dans ces camps. Ces camps d'internement, s'agissant des Juifs, vont être dominés par un camp qui va s'imposer comme à la fois le plus important numériquement, mais aussi qui va jouer un rôle central de camp de transit quand va se mettre en place la déportation des Juifs. C'est le camp de Drancy, vous l'avez mentionné, Madame Hoffmann, un camp au visage singulier, puisqu'il est installé par les troupes d'occupation nazie dans une cité d'habitat bon marché à 4 km de Paris, sur le territoire de cette ville de Drancy qui se trouve dans le nord-est, au nord-est de la capitale Paris. Une cité en fer à cheval, autour d'un terre-plein central de 200 mètres de long sur 40 mètres de large. Une cité qui avait été construite au début des années 30 et qui restait inachevée au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu qui va être utilisé par les troupes d'occupation pour interner des prisonniers de guerre et des ressortissants de puissances étrangères au début de l'occupation, et puis qui, à partir du mois d'août 1941, va devenir un camp d'internement, le principal camp d'internement uniquement réservé aux Juifs. Un camp majeur au sein duquel ce sont plus de 80 000 Juifs qui vont être internés entre 1941 et le mois d'août 1944, quand le camp est libéré, dans le contexte de l'arrivée des troupes américaines dans la capitale. Un camp qui va être un réservoir de main-d'œuvre, non pas de main-d'œuvre, mais un réservoir pour la première étape de la politique répressive menée par les troupes d'occupation contre les Juifs. C'est ainsi qu'en décembre 1941, une cinquantaine de Juifs du camp de Drancy sont sortis du camp pour être exécutés avec des militants politiques non juifs au Mont-Valérien, dans le fort du Mont-Valérien, à l'ouest de la capitale. C'est parmi les internés du camp de Drancy que vont également être extraits plusieurs centaines d'entre eux pour agréger à des centaines de déportés venant du camp de Compiègne, de déportés juifs, arrêtés pour beaucoup en décembre 1941 lors d'une de ces grandes rafles qui vont commencer à frapper les Juifs de France au cours de cette année-là. Eh bien, Drancy est donc un vaste réservoir où sont concentrés et d'où vont être extraits progressivement, à partir du printemps 1942, les contingents les plus importants de ces Juifs qui vont être dès lors déportés. C'est un camp qui est sous l'autorité de la préfecture de police de Paris, donc de l'administration française, même si ce sont les autorités nazies, et notamment le service d'action anti-juive de la Gestapo à Paris, dirigé par Dannecker, qui a la haute main sur l'utilisation
et l'arrivée des internés. C'est d'ailleurs au printemps 1943, à la fin du printemps 1943, devant les carences de l'administration française, les nazis reprennent en main eux-mêmes la direction du camp, même s'ils laissent à la gendarmerie française la garde extérieure du camp. Fonction qu'elle va occuper jusqu'à la libération en août 1944. Alors, ce camp de Drancy, réservoir d'otages fusillés, réservoir de déportés, sur les 76 000 déportés juifs de France, déportés entre donc le premier convoi du 27 mars 1942 et les derniers convois de l'été 1944, sur ces 76 000 hommes, femmes et enfants juifs déportés depuis la France, 63 000 viennent du camp de Drancy. Donc vous voyez l'importance du camp de Drancy dans ce fonctionnement, dans la mise en place de la déportation depuis la France. Sur ces 76 000, sur ces 63 000 partis du camp de Drancy, sur ces 63 000 partis du camp de Drancy, environ 40 500 partent entre le printemps 42 et l'été 1943, partent de la gare du Bourget-Drancy. À partir de juillet 1943, cette fois-ci, les convois sont formés au départ de la gare de Bobigny. Quasiment la question de la proximité entre le camp de Drancy et la gare n'explique pas le changement de lieu. En revanche, la confidentialité qui devait entourer la formation des convois, sans doute, explique le changement de lieu à partir duquel les nazis organisent le départ des convois. Et donc la gare de Bobigny est choisie et va fonctionner entre juillet 1943 et juillet 1944. 22 500 déportés partiront de cette gare-là. Parmi ceux-là, les hommes du convoi 73. Alors, pour vous redonner un certain nombre de chiffres, pour prolonger cette évocation de la déportation, je m'appuie ici sur les travaux de Serge Klarsfeld pour indiquer que au final, 80 000 juifs victimes assassinées, 55 000 sont des juifs étrangers et 25 000 sont des juifs français. Parmi ceux-là, 76 000 sont des déportés, 3 000 juifs sont morts dans les camps d'internement en France et 1 000 ont été assassinés, victimes de massacres ou d'exécutions. Sur les 76 000 déportés juifs de France, 4 396 survivent à l'épreuve de la déportation. Ce chiffre a pendant longtemps été fixé à environ 2500, c'est ce que indique Serge Klarsfeld dans ses recherches publiées dans le Mémorial de la déportation des Juifs de France en 1978, et depuis, le travail des historiens, le travail de Serge Klarsfeld, le travail que nous avons mené au sein du Mémorial de la Shoah, notamment au moment de la refonte du mur des noms à l'entrée de notre institution, sur lequel sont gravés le nom de ces 76 000, de ces près de 76 000 déportés, nous a permis d'identifier un certain nombre de déportés que nous pensions décédés et qui avaient survécu. Mais cette surévaluation à 4396 survivants ne change pas l'échelle du génocide, évidemment. Mais puisque, effectivement, derrière ce travail que nous menons toutes et tous
notamment sur les déportés, ici sur la Shoah, et ce sont des vies derrière chacun de ces chiffres, alors il fallait évidemment être le plus précis possible, et c'est ainsi que ce chiffre des survivants a été surévalué, sans changer l'échelle du génocide en France. La chronologie des convois de déportation, et je réponds à la commande qui m'avait été aimablement fixée, j'en arrive à nous rapprocher de la période qui fut celle du départ du convoi 73. C'est en 1942, c'est au cours de l'année 1942, il y a 80 ans, qu'à la fois débute la déportation des Juifs de France, et que cette déportation va être la plus massive, correspondant aux rafles massives initiées, lancées et supervisées par les autorités nazies dans tout l'ouest de l'Europe, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Au cours de l'année 1942, plus de 40 000 déportés juifs quittent notre pays au sein de 43 convois, tous dirigés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Des transferts ont également lieu depuis les départements du Nord-Pas-de-Calais, qui restent, je dirais, attachés à la France. Ils ne sont pas annexés au Reich, mais ils sont rattachés au commandement militaire de Bruxelles. Ils sont gérés administrativement par le commandement militaire de Bruxelles et non pas par le commandement militaire de Paris. Mais il reste des départements français où l'administration française est en place et où elle va, comme le fera l'administration dans les autres territoires, utilisée par les nazis dans le cadre de la répression et des rafles qui vont s'abattre sur les Juifs au cours de cette année-là et des années suivantes. Donc 1942, c'est à la fois le basculement et l'épicentre de la déportation des Juifs de France. En 1943, ce sont 17 000 déportés en 17 convois qui quittent notre pays. 13 convois sont dirigés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau et 4 vers le centre de mise à mort de Sobibor. Parmi ces convois, un nombre qui reste à préciser, en tout cas plusieurs dizaines de Juifs sont extraits et transférés au camp de Lublin-Majdanek. Il n'y aura aucun survivant parmi les déportés juifs envoyés vers le centre de mise à mort de Sobibor. De la même façon que nous l'évoquions pour le convoi 73, pendant des décennies, l'histoire de ces convois-là restera totalement ignorée, et d'autant plus qu'il n'y avait là aucun survivant. En 1944, troisième et dernière année de la déportation des Juifs de France, ce sont 15 000 déportés qui partent de notre pays en 14 convois. Le chiffre semble en décroissance. En vérité, ces déportations ont lieu entre le début de l'année 1944 et le mois d'août 1944. Et donc le contexte qui est celui du départ du convoi 73 en mai 1944 vers les pays baltes est en quelque sorte s'inscrit dans un contexte de radicalisation, à la fois de fin de guerre, mais qui ne marque pas une décroissance des exactions, au contraire, une montée en puissance des crimes commis, et on le perçoit dans d'autres territoires. Jusqu'au dernier jour de l'occupation, les nazis vont poursuivre et vont même, de façon frénétique, accentuer les crimes commis et parmi ceux-là, les déportations. Je vais en dire quelques mots parce que, sans revenir sur l'histoire du convoi 73 et à sa à
ces spécificités que Daniel Aptequier va résumer, mais dans ce contexte de radicalisation, il s'illustre par exemple par la rafle d'Isieux. Le 6 avril 1944, on est... la colonie d'Isieux se trouve dans l'Ain, elle se trouve à l'est de Lyon, dans les premiers contreforts. Enfin, elle n'est pas d'un accès tout à fait facile. Certes, le débarquement en Normandie n'a pas encore commencé, il le sera 2 mois plus tard, le 6 juin, mais il y a une pression militaire en tout cas qui s'accentue sur les positions allemandes. On sait que l'ouverture d'un 2e front est imminent. Eh bien, malgré tout, cette traque des Juifs va se poursuivre, va s'accentuer, et cette descente du chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, dans la colonie d'Isieux pour y arrêter ses 44 enfants et les 7 éducateurs, parmi lesquels Miron Zlatin, dont tu diras peut-être quelques mots, est révélateur, parmi d'autres, de cette accentuation de la répression, en tout cas qui se poursuit jusqu'au dernier moment. Et donc, alors même que les troupes américaines se rapprochent de la capitale, le dernier grand convoi de déportation des Juifs a quitté Paris, et le convoi 77, un convoi qui est à la fois très important par le nombre, 1300, c'est le convoi le plus important parti pour les Juifs de notre pays. Mais il n'est pas le dernier convoi formé. De Drancy partira un wagon avec une 50aine de détenus juifs amenés par Dannecker qui évacue. Il avait cherché à pouvoir former un dernier convoi pour emmener au maximum les quelques 1800 prisonniers encore présents à Drancy. Il n'y parvient pas, il a un wagon, il le remplit. Parmi ceux-là, il y a l'avionneur Marcel Bloch qui deviendra Marcel Dassault, et ce convoi-là n'ira pas à Auschwitz, il ira au camp de Buchenwald. La désorganisation du système est alors enclenchée. D'autres convois, notamment un convoi parti de Lyon au mois d'août, le 11 août, eh bien lui amènera les non-juifs extraits des prisons lyonnaises à Natzweiler, les femmes à Ravensbrück. Et les Juifs, pour ce convoi de Lyon du 11 août, les Juifs, eux, parviendront jusqu'à Auschwitz. Le dernier convoi de France, en tout cas, part le 18 août de Clermont-Ferrand, avec 70 hommes, femmes et enfants juifs, où ils vont arriver après 20 jours, alors que la durée moyenne d'un départ, d'un trajet était de 3 jours. Et bien là, ce seront 20 jours dans ce contexte de l'été 1944 qui sera nécessaire pour rejoindre de Clermont-Ferrand Auschwitz-Birkenau. C'est le dernier convoi à quitter notre pays. Voilà. Peut-être on a parlé de ces 76 000 déportés juifs de France. Dire que parmi ceux-là, évidemment, 11 400 sont des enfants, dont près de la moitié ont été déportés au cours de l'été 1942. Comment ne pas le dire aussi, alors que nous avons en France commémoré la rafle du Vélodrome, dite du Vélodrome d'hiver, la rafle la plus massive perpétrée en France. Plus de 13 000 juifs raflés les 16 et 17 juillet 1942, parmi lesquels des milliers d'enfants qui seront déportés au cours de cet été également. Voilà, alors je ne rentre pas, et peu importe, dans les polémiques qui ont continué, et vous l'avez peut-être suivi en suivant l'actualité française, ont marqué ces questions autour de la persécution des Juifs de France. Elles nous entraîneraient trop loin quant à notre problématique. En tout cas, j'ouvrirai plutôt sur cette singularité absolue par sa destination, et par sa destination géographique, et par sa destination
opérationnel, enfin je ne sais pas comment le qualifier, hein, par la volonté qui présidait aux nazis en faisant partir ce convoi de près de 900 hommes au mois de mai 1944. De grandes incertitudes demeurent, ou questions en tout cas demeurent là-dessus. Il n'en demeure pas moins que ces près de 900 hommes appartiennent pleinement à ces victimes de la Shoah en France, et que ce combat pour la mémoire du convoi 73 aura été un combat de longue haleine, dont la création de l'association et le travail historique que vous avez cité est le résultat. Et je me permets de le dire, que ce combat mené par l'association l'a été de façon exemplaire. D'abord parce qu'il a cherché à combler les vides de la connaissance. Deuxièmement parce qu'il a voulu et il a obtenu la reconnaissance, à la fois pour les hommes et pour cette histoire-là, cette reconnaissance à la fois en France et dans les pays baltes, dans la coopération, en s'appuyant et en poursuivant les travaux engagés par Serge Klarsfeld, qui, je le disais, en 1978, jette, ou permet plus exactement, de connaître l'histoire singulière de ce convoi. Ce combat-là va trouver une alliée précieuse, c'est Simone Veil. Simone Veil, dont, tu vas le dire peut-être Daniel, hein, des membres de la famille sont présents dans le convoi, et Simone Veil qui, à la fois dans le cas particulier du convoi 73, mais d'une manière générale, pour l'histoire de la Shoah et la mémoire de la Shoah, va jouer un rôle absolument crucial pour permettre cette pleine reconnaissance que nous connaissons aujourd'hui et qui n'allait pas de soi, et qui a même pendant des décennies été, et elle le dit bien dans un certain nombre de discours et dans ses mémoires, je l'ai dit, longtemps ignorée, méconnue, voire jugée secondaire et périphérique par rapport à la destinée d'autres catégories de victimes des politiques nazies et du régime de Vichy. Voilà, je vous remercie. Ça marche directement. Bon. Merci de cette invitation. Je voudrais commencer par excuser Christophe Kafka qui était donc prévu à ma place sur les programmes que vous avez lus, qui est le président de notre association et qui a un empêchement professionnel de dernière minute qui fait que c'est moi que vous avez en face de vous. Contrairement à mes deux prédécesseurs, je ne suis pas historien, je suis plutôt invité en tant que témoin pour parler du convoi 73 et surtout de l'association que nous avons, qui a été créée, dont je suis le secrétaire depuis quelques années maintenant. Je vais... au contraire de mes prédécesseurs, commencer en fin de compte par le petit côté de la lorgnette. C'est pas forcément comme ça que j'avais prévu mon intervention, mais je vais commencer à l'envers et vous raconter un peu comment est arrivée cette histoire du convoi 73. Donc moi je viens d'une famille qui a souffert pas mal de la Shoah et donc dans mon enfance, mon adolescence, j'avais le père de mon père, son frère aîné, le frère aîné de ma mère, qui était mort à Auschwitz. Voilà. Hein, c'était ça l'histoire. Et en 1978, Serge Klarsfeld et l'association Fils et Filles des déportés juifs de France a édité le mémorial de la déportation des Juifs de France. Et là, on a appris que le frère aîné de ma mère, en fin de compte, n'était pas du tout parti vers Auschwitz, mais parti vers les États baltes. Et
comment on a connu l'association Convoi 73. C'est-à-dire que mes parents faisaient les marchés, vendaient des vêtements sur les marchés. Et un jour, un de leurs un couple ami de mes parents est venu déjeuner chez eux. Et le monsieur, Jacques Tattelbaum, a dit qu'il avait eu un contact, qu'il avait eu un appel d'une dame, une certaine Evelyne Blum, qui l'avait contacté parce qu'elle était en train d'essayer, avec quelques personnes, de reconstituer l'histoire du convoi 73 à partir de témoignages de quelques survivants dont elle avait pu obtenir les noms justement par les fils et filles des déportés juifs de France. Et donc il raconte ça. Mes parents lui demandent tiens, dans quel convoi était-il ? Il dit je sais pas. Et donc mes parents avaient ce mémorial sous la main, donc ce gros bouquin dactylographié. Il avait été édité à un moment où on n'avait pas d'informatique, tout avait été tapé à la machine, des photocopies à l'ancienne. Et puis là on se rend compte que le Maurice Tattelbaum, le père de Jacques Tattelbaum qui déjeunait donc chez mes parents, était dans le convoi 73, et que dans ce convoi 73, il y avait aussi le frère aîné de ma mère. Et ce qui est, alors c'est marrant, j'ai eu la chair de poule là-bas en vous parlant, parce que il y a un truc, c'est que ce Maurice Tattelbaum, qui fait partie des 22 survivants, je vais y revenir après, mais comme je vous ai dit, je commence l'histoire à l'envers, faisait partie des 22 survivants, pendant 15 ans, il avait déballé 2 fois par semaine à côté de mes parents, à côté de ma mère, et jamais l'idée n'était venue de parler en détail de cette déportation. C'est-à-dire qu'on savait que ce monsieur avait été déporté et qu'il avait survécu, puisqu'il était là. Et il savait que une partie de ma famille, ou de la famille de mes parents, qui étaient leurs voisins sur les marchés, dont le frère de ma mère, avait été déporté. Mais jamais la question n'était posée de c'était allé où, c'était quoi, voilà. Et donc, un grand regret quand en 1994 Evelyne Blum, ou 95, début 95 je crois, nous a appris qu'ils étaient dans le même convoi. Grand regret pour ma mère, qui n'a jamais pu poser de questions, qui ne sait pas si Maurice Tattelbaum aurait pu lui dire des choses sur son frère aîné. Voilà, donc. Et en fait, Evelyne Blum, avec quelques personnes, avait, le 15 mai 1994, à l'occasion donc du 50e anniversaire du départ du convoi 73 depuis Drancy via la gare de Bobigny, avait passé une annonce dans le Monde, dans le carnet du Monde, et puis je crois une dizaine de personnes avaient eu la même idée de passer une annonce, je sais pas si, pardon, une annonce c'est peut-être un mot un peu vulgaire, mais un avis pour rendre hommage, pour rappeler la mémoire, qui de son frère, qui de son père, qui était membre de ce convoi 73. Et ces personnes donc ont eu l'idée de se contacter mutuellement et ont eu l'idée de faire un travail qui a abouti d'une part à la création de cette association et d'autre part donc à la réalisation du premier des 7 ouvrages dont Madame Hoffmann a parlé tout à l'heure, qui s'intitulait Nous sommes 900 Français. Nous sommes 900 Français étant une reprise pas d'un graffiti, mais d'un gravage dans le mur d'une des cellules du Fort Neuf à Kaunas ou Kovno, dont Kovno étant le nom polonais et yiddish de cette ville qui est connue maintenant sous le nom de Kaunas. Voilà, donc je me suis un petit peu perdu. Voilà, donc l'association
s'est créé à ce moment-là, et depuis, donc, cette association donc, a continué d'éditer des choses. Donc, il est dit que c'est Evelyn Bloom qui l'a édité, mais donc c'est un ouvrage collectif, un travail collectif. Il se trouve que Evelyn Bloom savait taper à la machine et avait une machine à écrire, donc c'est plutôt elle qui a porté le travail, mais c'est un travail de recherche collectif. Voilà, donc l'association existe donc depuis plus 95, donc bientôt une trentaine d'années, et organise tous les 2 ans un voyage de la mémoire sur les traces du convoi 73, donc sur ce parcours particulier du convoi 73. Donc comme l'a dit Olivier, que je le répète, ce convoi avait 2 particularités. Donc 75 convois, même s'ils étaient numérotés de 1 à 79, les Allemands sont très précis, mais ils ne savent pas toujours compter, manifestement. Les Allemands de l'époque, je n'ai aucun grief contre les Allemands actuels, et même pas sur les Allemands de l'époque, mais les nazis, on va dire. Donc, 75 convois, 74 convois sont partis, hormis le petit dernier, donc, où il y avait Marcel Dassault. Donc sont partis vers des camps d'extermination, sauf un, qui est parti vers les États baltes. Pourquoi il est parti vers les États baltes ? La question se pose encore aujourd'hui. La seule hypothèse, mais qui n'est absolument pas confirmée, et Olivier me reprendra peut-être à ce moment-là, c'est l'effacement des traces de la Shoah par balle. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est la Shoah par balle. Donc, dans les États baltes, dans l'est de la Pologne, en Ukraine, des Einsatzgruppen tuaient les gens au bord des fosses, à coups de balle, voilà. Et à un certain moment, les Allemands ont constaté que les hommes qui étaient chargés de tuer les Juifs de cette région prenaient un coup au moral. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été décidée la création des différents camps de la mort, et notamment des 6 camps de la mort, dont celui d'Auschwitz-Birkenau, et donc une industrialisation de la mort. Donc ce convoi particulier est parti vers les États baltes. Premier arrêt à Kaunas. Et là, en fait, ce convoi était composé de 15 wagons. 15 wagons, une dizaine de wagons se sont arrêtés à Kaunas. On n'a pas de témoignages, ou quasiment pas de témoignages, sur ce qui s'est passé pour eux, puisque les seuls témoignages qu'on a, ce sont les 22 survivants à l'issue donc du périple, et donc c'est ceux qui sont allés, qui étaient dans les 5 wagons qui restaient, qui sont partis donc à Tallinn, qui ont fait un certain nombre de travaux de force, ont été tués, ont travaillé notamment à la construction d'un aérodrome, et 35 étaient survivants au moment de l'invasion, pas l'invasion, pardon, excusez-moi, je retire le mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu, de l'entrée des troupes soviétiques de l'armée rouge en Estonie. Et donc ces 35 survivants ont été amenés au camp de Struthof, et seuls 22 ont survécu et ont pu rentrer en France. Et à l'heure actuelle, il reste un
survivants de ces 22, donc Henri Zeidenbergier qui essaye de témoigner, qui a beaucoup témoigné, qui nous aide beaucoup, mais qui commence un petit peu à fatiguer puisqu'il a désormais 95 ans. Il y a 2 ans, il conduisait encore sa voiture sans problème, mais ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, donc j'ai des nouvelles par sa fille, mais voilà. Et donc, et je trouve que on a un lien particulier avec Henri Zeidenbergier puisque il a été pris, il avait le même âge que le cousin de Madame, puisqu'on a ici deux membres de l'association qui sont les régionaux de l'étape, donc c'est luxembourgeois. Et donc Henri avait moins de 17 ans quand il a été déporté, et il se trouve qu'il a été beaucoup aidé et ségré de sa survie à Maurice Tattelbaum dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Le convoi donc a cette double particularité. D'une part, donc je le disais, seul convoi à ne pas être allé dans un camp d'extermination, et d'autre part d'être composé que d'hommes. C'est le seul des 75 convois où il n'y avait que des hommes. Et j'ai été amené à prononcer des discours, puisqu'on se retrouve tous les ans à la gare de Bobigny donc je ne vais pas revenir sur ce que vous a dit Olivier tout à l'heure, mais à la gare de Bobigny pour rendre hommage donc à ces 878 hommes, et j'ai prononcé un discours et j'ai dit ce que j'ai dit. Donc la particularité, j'ai dit ce que je viens de vous dire, la particularité de ce convoi, c'est que les hommes ne sont pas partis vers un camp d'extermination, et notre présidente Louise Cohen a été un peu choquée parce que j'avais dit qu'ils n'étaient pas allés vers un camp d'extermination. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été exterminés, puisqu'effectivement, le convoi 73, vous n'avez qu'à faire le calcul à partir des données que vient de rappeler Olivier, que j'ai apprises, les 4596 survivants est une nouveauté pour moi, donc je ne suis pas venu pour rien ici. Et donc c'est l'un des convois les plus meurtriers, et c'est en tout cas le convoi le plus meurtrier de 1944, puisque 22 survivants pour 878 ou 881 hommes, puisque en fait même le nombre d'hommes de ce convoi n'est pas encore certain. Donc que des hommes de 12 à 65 ans pour la quasi-totalité, et on ne sait pas pourquoi, 3 personnes de plus de 70 ans dans ce convoi. Donc manifestement, des hommes qui étaient en âge de travailler, qui ont bénéficié de conditions avant le départ vers les États baltes, des conditions en fin de compte un peu moins dures que les autres hommes à Drancy, et avaient même droit à un peu d'exercice physique justement pour les maintenir en forme et arriver en forme pour le travail qu'ils avaient à faire. Dans ce convoi, effectivement, quelques particularités, notamment on a parlé de Simone Veil, le frère et le père de Simone Veil étaient dans ce convoi et n'ont pas survécu. Et le directeur de la maison d'Isieux, Miron Zlatin, et 2 des adolescents, les 2 plus âgés des 44 enfants qui ont été raflés à la maison d'Isieux, Théo Reiss et Arnold Hirsch, dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient donc les adolescents, ont été aussi déportés dans le convoi 73. Pour revenir, avant de vous laisser poser des questions sur ce convoi, je voudrais dire 2-3 trucs, parce que en fait, on se retrouve tous les ans et il s'est passé des choses. Je ne sais pas si c'est arrivé pour vous, mais plein de rencontres,
C'est-à-dire que dans cette association, on a retrouvé, mon père avait 10 ans le soir du 15 juillet de 42, un peu 10 ans et quelques mois, et il habitait dans un immeuble où il y a beaucoup de juifs qui habitaient là aussi, et il a été caché par une goye, une dame non juive de l'immeuble, qui a accueilli dans son petit appartement, qui était grand, mais elle a accueilli une vingtaine de personnes les 2 nuits les plus importantes de la rafle. Et mon père, qui avait 10 ans, a dormi dans un lit avec une petite fille de 5 ans, et il se trouve qu'on l'a retrouvée dans cette association, puisqu'elle a épousé Léo Habib, dont le père était dans ce convoi. Et puis on a retrouvé aussi parmi les 3-4 couples qui étaient les meilleurs amis de mes parents, René Kaluzinski, que tu as peut-être connu, voilà, dont le père était aussi dans ce convoi. Et puis voilà, en fin de compte, tous les ans, on allait à ce truc et on retrouvait des amis qu'on connaissait par ailleurs. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'étais entre 2 réunions et j'allais au mémorial pour une réunion du conseil d'administration du convoi 73. Et j'en ai profité pour voir un de mes plus vieux potes, on se connaît depuis plus de 50 ans. Et je discute, je lui dis, tiens, je vais au convoi 73, je lui raconte le truc. Il me dit, non, il y a un autre convoi où il y avait des femmes aussi qui est parti vers les pays baltes. Alors je lui dis, écoute, tu dois te tromper, mais bon. Et en fin de compte, celui qui est l'un de mes 2 meilleurs amis, s'il s'était trompé, c'était pas sa grand-tante, c'était son grand-oncle qui était dans ce convoi. Voilà, il y a un certain nombre de petites choses comme ça. Voilà. C'est vrai que l'association a obtenu une certaine reconnaissance. C'est vrai que ça a été la première association construite pour un convoi. Depuis, il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que fils et filles des déportés juifs de France, Serge Klarsfeld, ont, dans un premier temps, vu avec une certaine réticence la création d'une association pour un convoi spécifique, ce qu'on peut comprendre par ailleurs. Mais la spécificité de ce convoi, cette double spécificité, donc, a fait que assez rapidement, Serge Klarsfeld a accompagné le travail que nous faisons au sein de cette association. Et depuis d'ailleurs, il doit y avoir au moins, je pense, une dizaine d'associations spécifiques à des convois qui se sont constituées et qu'on retrouve d'ailleurs dans le Forum des générations qui est organisé depuis 3 ans maintenant, mais pour la 2e fois au début de l'été, au Forum, par une amie commune, l'épouse de monsieur. Ce que je veux dire, donc il y a eu cette reconnaissance qui permet donc d'être accompagné, de nous aider dans les recherches, mais on connaît encore très très peu de choses de ce qu'on voit. Et notamment dans les choses nouvelles, c'est que les arrêtés de décès des morts du convoi ont été modifiés à plusieurs reprises. D'abord, ils ont été considérés comme morts à Drancy. Considérés, c'était pas considéré, mais l'acte de décès faisait mention d'un décès à Drancy le 15 mai 1944. Ensuite, les choses ont été modifiées. Ils sont morts le 18 mai à Kaunas, et puis maintenant les actes de décès, ça date de 2015. Le dernier arrêté ministériel qui donne modification des arrêtés de décès date de 2015, qui dit qu'ils sont morts ou à Kaunas, ou à Reval, ou je ne sais plus précisément. Il y a trois lieux possibles de décès. Pardon ? Oui, voilà, Pravinisquet. Donc je voudrais conclure, si on peut conclure sur ce sujet, pour rappeler que ces déportés,
comme les 76 000 déportés juifs de France, comme les déportés ont été déportés parce qu'ils étaient juifs. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est un peu oublié. En 2018 ou 2019, Édouard Philippe, Premier ministre, est allé à la prison de Pataraï, a invité Henri Zeidenberger pour rendre hommage donc à ce convoi 73 et Henri Zeidenberger. Il a prononcé un discours de 10 minutes. J'ai noté le nombre de mots, juste pour dire ça, excusez-moi. Donc 947 mots. Le mot juif n'est pas prononcé une seule fois pour un convoi où il n'y avait que des juifs qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient juifs. Et on se rend compte que donc en 2018 ou 19, j'ai la date précise, le 29 juin 2018, quand le Premier ministre de la France rend hommage à un convoi où il y a eu 865 morts, il dit que ce sont des Français, ce qui était vrai, mais il oublie de dire qu'ils étaient juifs. Et voilà. Je vais m'arrêter là et je peux répondre à d'autres questions s'il y en a. Merci beaucoup.